Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Au palais de la Marina, ce jeudi, l'ambassadeur du Ghana près le Bénin en fin de mission a été reçu par le président Patrice Talon. Attentat au couteau à Nice en France. Dans la matinée de ce jeudi, l'auteur des faits a été interpellé, blessé par balle par la police. Il est toujours hospitalisé et dans un état grave. Et puis, pas de reconfinement en Allemagne comme en France. Les Allemands sont invités à éviter les déplacements inutiles. Bienvenue à toutes et à tous. En fin de mission au Bénin, l'ambassadeur du Ghana près le Bénin a été reçu en audience ce jeudi 29 octobre par le président de la République Patrice Talon. L'ambassadeur a témoigné de la bonne relation entre le Bénin et le Ghana. Il a aussi apprécié les nombreuses réformes en cours au Bénin. On l'écoute. Dans ma fonction ici au Bénin, et cela relève du fait que le Ghana et le Bénin sont les mêmes pays, les peuples sont les mêmes, il y a des Béninois qui vivent au Ghana et pareillement il y a des Ghanéens qui vivent au Bénin. One of them was in agriculture, education. L'une des choses qui m'a aussi marqué pendant mon séjour ici au Bénin, c'est que le président béninois, son excellent Patrice Talon, a effectué une visite au Ghana. Et pendant cette visite, il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises, dont surtout la réactivation de la commission permanente mixte de coopération entre les deux pays. Le Ghana et le Bénin ont signé plusieurs protocoles d'accord dans plusieurs domaines, dont l'agriculture, la sécurité. Et le dernier protocole d'accord, c'est dans le domaine de l'aviation, afin d'assurer la connectivité entre les deux pays. J'aimerais aussi signaler qu'il y a beaucoup de Ghanéens qui poursuivent les études au Bénin. Pareillement, il y a beaucoup de Béninois qui poursuivent les études au Ghana. C'est une coopération qui existe entre les deux pays. Et pendant notre séjour, nous avons essayé de porter ça sur une nouvelle dimension. Aussi, il faut reconnaître que récemment, le président béninois, son excellent Patrice Talon, a supporté son homologue ghanéen pour être élu à la tête de la CEDEAO. Il faut aussi reconnaître que le Bénin a eu à supporter le Ghana pour que le Ghana puisse abriter le siège de l'accord de libre-échange. Et avec la présence du secrétariat de cet accord au Ghana, je pense que les relations entre le Bénin seront beaucoup plus boostées et les échanges entre les deux pays seront portés sur une autre dimension. Vous le savez très bien, le Bénin et le Ghana sont reconnus de par le monde comme étant des flambeaux de la démocratie. À cet effet, des réformes ont été opérées de part et d'autre des deux pays afin d'enraciner la démocratie et la bonne gouvernance. Aussi, j'aimerais souligner qu'il y a beaucoup de réalisations dont j'ai été témoin pendant mon séjour au Bénin, surtout dans le domaine des infrastructures. Il y a aussi beaucoup de réalisations dans le domaine économique parce que récemment, la Banque mondiale a eu à déclarer le Bénin comme étant un pays à revenu intermédiaire. Je pense que c'est une réalisation qu'il faut mettre à l'actif du gouvernement en place. Et à cet effet, je peux vous assurer, comme je l'ai dit au président Talon, si le Bénin continue sur cette même lancée, sous peu, le Bénin sera reconnu comme étant un paradis. En conclusion, il faut avouer que j'ai remercié le président Talon de son soutien durant mon séjour au Bénin et j'aimerais le féliciter à continuer sur cette même lancée parce que après son départ des affaires, on pourra quand même montrer ce qu'il a fait ici et là dans divers domaines. For the better our countries developing to support our people. Thank you very much. À l'instant, l'ambassadeur du Ghana près le Bénin, Léo Alomé Kaba. Le colloque international sur le bilan et perspectives du dialogue national organisé par le gouvernement en octobre dernier, en octobre 2019, a pris fin ce jeudi. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Kado François, Humbedi Rinto et Denis Marouya. Un an après la tenue du dialogue politique national initié par le gouvernement en octobre 2019, le NIMD, à travers son programme Riche for Democracy, s'est proposé de faire une analyse rétrospective sur les acquis de ce dialogue politique national afin de capitaliser les leçons apprises pour l'enracinement de la démocratie béninoise. C'est ce qui justifie l'organisation de ce colloque international qui s'est ouvert à Cotonou ce mercredi sur le thème « Le dialogue politique au Bénin, un an après, bilan et perspectives pour une paix durable ». Ce faisant, Dr Aziz Tchabi Imourou, représentant pays du NIMD, structure organisatrice, a dévoilé l'ambition qui se cache derrière ce colloque. Il convient de préciser que notre ambition ici, à travers ce colloque, n'est pas d'évaluer la mise en œuvre de ces recommandations, dont certaines sont projetées dans le long terme, mais d'apprécier le rôle central d'un tel dispositif de dialogue dans la stabilité de la démocratie béninoise. S'il y a de bonnes raisons d'être optimiste quant à l'apaisement du climat socio-politique post-dialogue, des défis majeurs demeurent au vu des élections présidentielles de 2021, selon Véronique Guessen, représentante adjointe de l'Union européenne. S'il y a de bonnes raisons d'être optimiste quant à l'apaisement progressif du climat sociopolitique post-dialogue, des défis majeurs demeurent,
notamment au vu des prochaines élections présidentielles. La tenue de ce colloque, un an après le dialogue politique, se justifie donc pleinement pour en faire le bilan et apprécier les perspectives qu'offre un tel mécanisme de dialogue dans la stabilité de la démocratie béninoise. Durant 2 jours, les participants à ce rendez-vous d'échange discuteront sur différentes thématiques. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la prestation de Vivi l'International, une artiste connue pour son engagement à chanter la paix pour le Bénin. Les membres du conseil d'administration du centre de formation pour l'administration locale sont installés depuis mercredi dernier. La cérémonie qui a consacré leur installation a eu lieu au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Ayat Foy. L'installation des nouveaux membres du conseil d'administration du centre de formation pour l'administration locale CEFAL fait suite au décret numéro 2020-411 du 26 août 2020. Au cours de cette cérémonie de prise de fonction, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a saisi l'occasion pour rappeler l'objectif visé à travers le CEFAL. La pérennité et la consolidation du processus de décentralisation dépendent pour une large part du renforcement durable et adéquat des capacités des acteurs locaux dans un cadre rationnel de formation. C'est donc pour pallier la déficience observée pendant près d'une dizaine d'années dans le domaine du renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation en général et des élus et cadres communaux en particulier que l'État béninois a décidé de mettre en place le centre de formation pour l'administration locale en 2011. Pour ce faire, 2 enjeux ont été définis, à savoir l'amélioration de la performance du centre sur le plan organisationnel, institutionnel et opérationnel, l'opérationnalisation d'une offre de services pertinente, convaincante et dédiée à l'amélioration de la performance de l'administration locale. Vous comprenez avec moi que nous devons courageusement engager le CEFAL dans un processus de restructuration qui permette, in fine, au centre de renforcer ses capacités d'intervention, améliorer son pilotage et sa gestion, actualiser et diversifier son offre de services de qualité, assurer un soutien efficace aux ministères, projets et structures intervenant dans l'appui aux communes. En prélude à cette mission, chaque membre du conseil d'administration a reçu des mains du ministre Alassane Seydou le guide pratique de l'administrateur. L'affichage de la liste électorale prend fin samedi, demain donc, à 112 heures de la clôture. Une équipe de la rédaction était dans certains quartiers de la commune d'Abomey-Calavi. Aucune affluence n'est notée. Laurent Tolinkès et Jean-Baptiste Boko. Déchiré ou décollé est déjà au sol. C'est le constat triste fait sur les sites d'affichage. À cela s'ajoute l'absence des citoyens pour la consultation. Et pourtant, cette consultation devrait permettre de faire des corrections pour actualiser la liste dans le cadre de l'élection présidentielle de 2021. Une situation que déplore Corneille Michel Zomaleta, chef quartier Fandji. Les listes électorales ont été affichées. Le crieur public a été invité pour rappeler à chacun d'aller consulter. Mais nous n'avons pas reçu beaucoup d'affluence. Sauf quelques personnes arrivent pour nous parler de perte de cartes ou du fait qu'ils ne se sont jamais trouvés sur les listes électorales. Au quartier Alédio, les citoyens sont sortis, mais il a fallu l'appel des crieurs publics pour que les citoyens sortent pour consulter les listes, nous clarifie le chef quartier Placide Awidji. À mon niveau, après avoir gongonné, c'est ce qui les a surtout motivés puisque les gens sont allés consulter la liste. Le lendemain, il n'y a eu plus, c'est parti. Et ils viennent parce que nous avons les doubles qui sont à notre niveau. Ils viennent les consulter et on procède en même temps et
à l'inscription de ceux qui ont perdu leur carte. Placide Awidji, le chef du quartier à Aledjo, qui a connu un peu d'affluence, évoque toutefois un problème qui le limite à prendre en compte toutes les doléances des citoyens. Pour cette opération, on ne nous a pas permis les réinscriptions. Ceux qui n'avaient pas de carte sont venus beaucoup, mais on ne nous a pas permis de les inscrire. C'est ça qui a fait que c'est seulement les pertes, les transferts que nous avons et les radiations. Donc beaucoup sont venus certes, mais nous n'avons pas eu l'autorisation de les réinscrire. Corneille Michel Zomaletor, le chef quartier Fandi, invite cependant les citoyens à sortir massivement pour consulter les listes, seule condition pour être sûr d'exprimer son vote en 2021. Participer à une élection, c'est question de volonté. Et nous avons fait le travail que nous devons faire. Nous invitons aujourd'hui la population d'aller consulter, de venir dire leurs problèmes. Nous sommes là pour les entendre et les aider à corriger. Parce que le vote, c'est un devoir patriotique. Cette opération d'affichage de la liste qui a démarré le 1er octobre et qui devrait prendre fin le 21 octobre a été prorogée de 10 jours et prendra fin le samedi 31 octobre prochain. En France, plusieurs attentats au couteau ont eu lieu ce jeudi. Retour sur cette journée avec les confrères de RT France. Tout s'est passé en quelques heures. À Nice, il est aux alentours de 9h lorsqu'un homme d'une vingtaine d'années et d'origine tunisienne, armé d'un couteau, pénètre dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption. En quelques minutes, cet attentat fait 3 morts, dont une femme de 70 ans. Les forces de l'ordre se rendent rapidement sur place. L'assaillant est blessé par balle avant d'être interpellé. Depuis 2015, c'est la 3e fois que la ville de Nice et ses habitants sont victimes du terrorisme. Il ne fait aucun doute que l'auteur de ces actes, qui n'a cessé de répéter en boucle devant nous Allahu Akbar alors qu'il était médicalisé sur place, quel était le sens de son geste, sa détermination, c'est dire tout le sens que tout cela peut prendre et combien l'émotion est encore plus forte chez nous. 11h15 environ à Avignon. Un individu est abattu par la police alors qu'il menaçait les forces de l'ordre avec une arme de poing. Selon le parquet d'Avignon, l'homme âgé de 33 ans a été suivi pour des problèmes psychiatriques, mais la piste terroriste n'est pas pour le moment retenue. Dans le même temps, à Lyon, un Afghan d'une trentaine d'années armé d'un couteau de 30 cm a été interpellé dans le secteur de la gare de Perrache. Selon des sources policières, il était déterminé à passer à l'acte alors qu'il cherchait à monter dans le tramway. Quelques jours après le meurtre de Samuel Paty, la France est une nouvelle fois frappée par le terrorisme à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. En Arabie Saoudite, un garde du consulat français a été attaqué au couteau ce jeudi. Pas de reconfinement en Allemagne comme en France. Les Allemands sont invités à éviter les déplacements inutiles à partir de lundi. Bars, restaurants, installations culturelles, sportives et de loisirs seront fermés pour 1 mois, mais écoles et commerces resteront ouverts. Le pays a enregistré près de 15 000 nouveaux cas de Covid-19 et 54 morts ce jeudi. Beschlossen. Chose rare ce jeudi au Bundestag, le Parlement allemand. Alors qu'Angela Merkel détaille les nouvelles mesures prises la veille, des députés du Parti alternatif pour l'Allemagne interrompent le discours de la chancelière allemande, obligeant le président du Parlement, Wolfgang Schäuble, à remettre de l'ordre et menacer les députés agitateurs de sanctions. Dans sa déclaration, la chancelière allemande détaille les mesures que notre gouvernement a adoptées avec les gouvernements régionaux en accord avec notre constitution. Un moment, si vous interrompez le président, vous serez sanctionné. Ça, c'est dangereux. Ce mercredi, Angela Merkel avait demandé aux Allemands un nouvel effort national en leur demandant d'éviter les déplacements inutiles. Bars, restaurants, salles de fitness et de sport, cinémas et théâtres devront fermer leurs portes à partir du 2 novembre et pour une durée d'1 mois. Les écoles resteront, elles, ouvertes, de même que tous les magasins, mais avec des règles plus strictes.
Max Scholz est gérant d'un bar à Berlin et il ne comprend pas cette nouvelle fermeture. Je suis bien sûr choqué par la nouvelle, car nous avons essayé ces dernières semaines et ces derniers mois de développer à nouveau un avenir avec des concepts d'hygiène, avec nos clients, avec nos employés, pour maintenir une vie malgré le coronavirus. Et c'est bien sûr un choc que cela soit maintenant remis en pause. Pour aider les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, le ministre allemand des Finances Olaf Scholz a annoncé le déblocage d'une aide d'urgence allant jusqu'à 10 milliards d'euros, une aide insuffisante pour Mike. Ce ne sont que des annonces. Les aides qui ont été disponibles jusqu'à présent n'ont pas fonctionné pour le secteur de la restauration, ni pour les clubs, ni pour de nombreux autres secteurs. Elles ne couvrent pas complètement les coûts. Elles ne comprennent pas un salaire d'employeur. Cela signifie que pour les industries touchées, pour les propriétaires des activités fermées ou limitées dans leur fonctionnement, les choses se présentent sous un jour désastreux pour le moment. Des mesures qualifiées de dures et pénibles par Angela Merkel. Avec environ 11 000 morts, l'Allemagne, plus épargnée jusqu'à présent que ses voisins européens, connaît également une recrudescence importante du nombre de cas quotidiens. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour l'attention et à très bientôt.